La troisième, c'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première, comme dit Gérard de Nerval. C'est bon. Bon, la quatrième séance de la troisième encore et encore. Plus fort. Donc, je vais essayer de résumer un peu les épisodes précédents, puisque c'est un peu comme une série. Hein, c'est ça qui est sérieux, c'est ce qui fait série. Non, c'est pas plus fort. Pas plus fort. Donc, l'interprétation de Lacan. Parce que bien sûr, dès le début de la troisième, il amène bien sûr le cogito, comme on l'a vu, et il dit, c'est son symptôme à Descartes, il faut que je lui interprète. Donc c'est la notion d'interprétation, parce qu'après peut-être Patrick va nous en reparler sous d'autres formes de cette interprétation. Donc l'interprétation, c'est vraiment ce sur quoi Freud n'a jamais cédé, c'est qu'il met le symptôme au principe du refoulement et la levée du refoulement au principe de l'interprétation. C'est en ça que se pose la cure analytique, qui est une cure donc par la parole, c'est-à-dire résoudre par la parole, dénouer par la parole les liens qui ont été noués par la parole. Donc, la phrase de Freud, qui est plus qu'une phrase, qui est vraiment le principe même de la cure, c'est « Wo es war, soll ich werden ». Ce « Wo es war, soll ich werden », Lacan, lui, il l'interprète bien sûr en termes de sujet, puisque ce « ich » du « soll ich werden », c'est le sujet, et le sujet, il le replace à son origine, donc on l'a vu aux épisodes précédents, c'est-à-dire qu'après avoir traversé, disons, la généalogie du sujet. Généalogie du sujet, tel que Lacan en parle, c'est essentiellement le sujet, avant d'être le sujet cartésien, c'est le sujet kantien, le sujet qui traverse tout l'idéalisme allemand et qui va fonder la possibilité de la psychanalyse, parce que Freud était très averti des textes, bien sûr, il cite Schelling notamment, Schelling qui est un auteur incontournable, notamment pour cette insondable décision de l'être dont il parle. Ça, ce sont les spéculations philosophiques les plus audacieuses de toute l'histoire de la pensée. C'est Schelling qui arrive à se poser la question de ce qu'était Dieu avant de devenir Dieu. Donc, il arrive par uniquement les jeux de la logique à pouvoir interroger le principe de la divinité, ce qu'il appellera plus tard l'Urgrund, c'est-à-dire le premier socle originel, et les auteurs, Freud bien sûr, sont particulièrement au fait de la manière dont la philosophie, pour eux, c'est pas vraiment de la philosophie au sens d'une espèce de passe-temps, de métaphysique, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que l'être, etc. Ce sont des choses très concrètes. C'est la manière dont le langage lui-même va saisir dans ses raies notre intelligence. Et par exemple, c'est notamment sur le terme d'unheimlich chez Schelling que Freud va saisir l'inquiétante étrangeté. Donc, Lacan reprend, on l'a vu, dès le début, cette notion d'interprétation, il dit il faut que je lui interprète. Il n'en sait rien, Descartes, que c'est son symptôme, il faut que je lui interprète. Donc, son interprétation, c'est d'articuler le cogito dans des termes qui n'ont jamais été formulés jusqu'à maintenant, puisque même pour la tradition philosophique, passer après Heidegger et revenir à Descartes, c'est une pure aberration. C'est pourtant ce que fait Lacan, et c'est purement logique. C'est-à-dire que je pense, donc, se jouit, c'est la formulation pour Lacan, ça c'est ce qui met en place le fait que le cogito soit le résultat d'un choix forcé entre le penser et l'être. Parce qu'on verra dans l'extrait qu'on va entendre tout à l'heure que donc la répudiation du « je suis », ce que ça veut dire. Hein, ça veut dire que, en fait, le « je suis », on n'y accède pas du tout. Il ne reste que le « je pense », mais sous deux formes
différente, on l'a vu l'autre fois, c'est-à-dire entre le symptôme et le fantasme. Donc, le fantasme, ça c'est plutôt le choix du côté homme de la sexuation, parce que c'est pareil, il ne faut pas confondre les formules de la sexuation avec la dimension empirique homme ou femme, etc. Ça n'a rien à voir, ce sont des principes logiques, et ce sont des principes logiques qui remontent aux antinomies logiques de Kant. Donc il y a deux sortes d'antinomies logiques, il y en a une qui concerne donc la position de l'homme, c'est-à-dire un universel qui se supporte d'une exception, et de l'autre, du côté femme, une impossibilité de totaliser. Donc ça, ce sont les deux antinomies qu'on retrouve dans toute l'œuvre kantienne, et pour lui, donc, ça articule les deux manières d'être au monde en tant que sujet, c'est-à-dire a priori sexué, du côté homme ou du côté femme, qui n'a rien à voir avec l'anatomie, bien sûr. Hein. Ce sont des modes logiques qui vont régir le sujet. Le sujet étant le seul accès que nous ayons à ce raccrochage à l'être, puisque d'être, il n'y en a plus, le choix forcé a eu lieu auparavant, et le fait que nous soyons des êtres de langage a fait que nous avons perdu l'être. Alors là, c'est à ce moment-là où se décide pour nous la compréhension avec l'objet petit a de Lacan. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'échappatoire. Hein. Soit on considère donc le sujet à la manière lacanienne et il y a une possibilité de sortie. Cette sortie, pour Lacan, ça va être la possibilité pour chacun d'entre nous de remettre en jeu ce choix forcé. Soit on s'en tient à un niveau pré-logique, qui est un niveau grammatical, et alors on tourne en rond, et c'est impossible de se sortir de l'impasse. Donc Lacan, lui, met tout de suite en scène je pense, donc ce jouit, et il déploie, comme on l'a vu la dernière fois, dans un premier temps, la manière dont le langage ensorcelle notre intelligence au point où on finit par prendre des vessies pour des lanternes, parce que, par exemple, quand dans la position homme, le sujet choisit le « je suis », comme il n'accède pas au « je suis », la seule chose qu'il fait, c'est attribuer par l'intermédiaire de la copule une substance au sujet. C'est son sujet du « je pense » qui devient un « je » substantiel. Mais c'est une illusion, bien sûr. C'est l'illusion de l'objet petit a qui correspond à la position du fantasme. Donc, quand on est aussi dans le symptôme, donc là, c'est l'illusion du « je suis » sur un autre plan. Je suis donc ça pense. C'est-à-dire le penser est relégué à l'inconscient, ça pense pour moi. Donc on voit que dans ces deux positions, on peut placer deux occurrences de l'objet petit a. L'objet petit a comme regard, donc un regard fantasmatique, un regard qui est, j'ai donné l'exemple de quelques films, parce que sinon c'est très difficile de l'imaginer, mais on peut le sentir à partir de là, un regard qui est absent, et qui se tient en retrait de l'œil lui-même, derrière l'œil, et qui peut imaginer la scène primordiale, parce qu'il est dénué de tout corps. C'est comme s'il pouvait tout voir sans être lui-même présent dans la scène. Parce que le problème de la vision, donc ça c'est une formule wittgensteinienne, c'est-à-dire que l'œil ne peut jamais faire partie de la réalité vue. Donc pour qu'une réalité se constitue devant nous, il faut qu'il y ait un point qui lui-même n'est pas visible dans la réalité. Donc c'est toujours le contrepoint, c'est la fameuse exception, donc le point de capiton, le point d'existence, c'est-à-dire quelque chose qui est extérieur, mais qui fait en sorte que ce qui consiste continue à consister, parce qu'il y a un point qui n'est pas consistant dans cette réalité-là et qui la soutient. Ça c'est le point du fantasme. Donc on le voit par rapport à la cure analytique que, évidemment, comme il s'agit essentiellement de symptômes, puisque, on l'a revu tout à l'heure, le principe, c'est que l'interprétation est ce qui permet de lever le symptôme pour Freud. Donc, bien que ce soit par rapport à des conditions contingentes, comme tu l'as dit la dernière fois, c'est-à-dire le fait qu'on soit allongé sur un divan sans pouvoir voir l'analyste, en fait, ce qui se passe, c'est que pour l'analysant, il est bien plus intéressant que son dire et le dire de l'analyste puissent être saisis
par rapport à une position d'objet petit a que tient l'analyste, donc, lui permettant d'interpréter ce qui apparaît comme quelque chose d'informe, comme quelque chose qui a une forme. Parce que de ce point de vue-là, du point de vue du regard ou d'interprétation de la voix, l'analyste peut remonter une chaîne signifiante, peut faire en sorte que l'analysant remonte sa chaîne signifiante. Donc on voit que, parce que évidemment ça va faire partie de ce dont on va entendre tout à l'heure, le petit extrait de Lacan, qu'on se situe là, à chaque fois, entre le fantasme et le symptôme. Donc ce fantasme et ce symptôme, Lacan va le décrire, hein, c'est quand il va dire le semblant. Alors, le semblant, c'est là où je voulais en venir. C'est vraiment après, on va écouter Lacan et ensuite Patrick va nous parler de son interprétation. Mais le réel lacanien, qui est considéré comme un noyau dur de jouissance pure, qui serait attaqué et mordu par le système symbolique au point où il serait presque entièrement absorbé par le système symbolique et il en resterait quelque chose, le reste, sous forme d'îlots de jouissance que seraient les objets petit a. Alors ça, c'est le point crucial de compréhension de Lacan. C'est-à-dire d'imaginer que le plus de jouir, qui est une des déterminations de l'objet petit a, viendrait après la consistance d'un réel absolument fait, consistant, etc., c'est une pure illusion de perspective. C'est-à-dire, c'est le plus de jouir qui précède, sur le mode d'une performativité rétroactive du signifiant, un réel substantiel qui est construit après coup. Mais c'est le plus de jouir qui vient avant. Donc c'est là où se décide vraiment notre compréhension de Lacan. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de réel substantiel auparavant, puisque le choix forcé a déjà eu lieu, et donc ça va être une illusion de perspective de reconstituer un réel comme une substance pleine, entière, alors que ce n'est pas ça du tout, qui aurait préexisté auparavant. Et toute la vie se passe dans cette errance de reconstituer ce réel-là qu'on aurait perdu, etc. En fait, non, c'est pas du tout ça. C'est au contraire, à partir de ce moment où il y a un plus de jouir, que se reconstruit rétroactivement l'illusion de ce réel. Alors c'est là où il faut être très précis sur les termes lacaniens. Donc le semblant, le signifiant, hein, pour l'appeler par son nom, puisque le signifiant tient lieu de cet être perdu. Là, il vient à la place, donc c'est un je pense. Hein. Donc le signifiant, en tant que semblant, et qui se présente, par exemple, sous la forme de l'objet petit a. Il ne faut pas croire que c'est une illusion au sens où on balaye les illusions et on trouve derrière qu'il y a quelque chose. Non, 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 c'est le semblant lui-même qui est le réel, puisqu'il a des effets précis sur le réel. C'est le réel du semblant, c'est le réel de l'illusion elle-même. Il n'y a pas derrière un réel caché, etc. Donc c'est absolument contingent, la psychanalyse lacanienne. C'est-à-dire que ça permet de sortir de cette illusion absolue qu'il y a toujours des choses derrière les choses. Non, tout est là. Tout est déjà donné. C'est-à-dire que les constructions qu'on se fait sont des erreurs de logique. C'est-à-dire qu'on confond des temps, notamment. Et notamment, on n'emploie pas le futur antérieur comme il faut, puisque le signifiant a cette corrélation directe avec la logique hegelienne, hein, qui révolutionne la logique, c'est-à-dire qu'il aura été. Hein, c'est du futur antérieur. Donc nous sommes pris dans cette illusion. Et quand on arrive en analyse, évidemment, il s'agit de sortir d'un premier niveau d'illusion qui est de considérer qu'il y a quelque chose derrière, alors que c'est l'illusion elle-même qui est notre réel. Donc se confronter à l'objet petit a, au réel, voilà là où Lacan nous convoque réellement. C'est présent dès le début. Alors évidemment, comme c'est tellement complexe à articuler, parce que c'est pas compliqué, c'est juste complexe, c'est-à-dire que ce sont des plis, c'est noué de telle manière qu'il est difficile d'y accéder comme ça, il est difficile d'y accéder sans y mettre soi-même sa propre peau. En fait, on ne peut pas y accéder avec la cervelle, ni bien on ne peut pas penser avec la cervelle, parce que ça c'est quelque chose,
on peut en avoir juste une petite intuition, mais pour se saisir réellement de quoi il est question, eh bien, il faut passer par l'expérience. Il faut se mettre soi-même sur le truc. Donc, à partir de là, se dégage une possibilité de perception de en quoi l'enseignement de Lacan est effectivement ce qu'on essaye de faire dans l'homme depuis le début. La seule voie qui est de sauver véritablement le noyau profondément subversif, révolutionnaire de la découverte freudienne. C'est-à-dire qu'il le sauve de l'oubli en permanence, parce que dans tout son travail, et ce qu'il résume dans la troisième, il ramène justement à cet aspect de la subjectivité, et cette subjectivité-là, qui va accoucher du sujet tel que Lacan le définit, donc un sujet barré, hein, qui s'interdéfinit avec un objet auquel il n'a pas accès, puisqu'il y a une impossibilité de coexistence simultanée du sujet et de l'objet. C'est ça que ça signifie, le point sur. C'est impossible qu'il soit simultané. Alors c'est tout le thème du double dans la littérature, par exemple. Hein. C'est impossible qu'il soit dans le même temps et mis en relation l'un avec l'autre. Donc on va voir, c'est ce qu'il stigmatise chez le présocratisme de Platon, etc. Et ce qu'il doit à la philosophie, mais en même temps, ce en quoi la philosophie qu'il méprise par cette côté avec beaucoup d'humour, il a raison, c'est-à-dire quand elle essaye d'éviter ce trou-là du réel, que lui-même, en le nommant et en lui donnant une lettre, en fait un élément logique à partir duquel il est possible de penser l'inconscient, objet petit a. Voilà. Ça, c'est dès le début de la troisième. Alors c'est contenu in nuce parce que c'est tellement dense et replié sur soi-même qu'il est très difficile d'en déplier les articulations subtiles, mais c'est ce qu'il essaye de faire en permanence avec beaucoup d'humilité, parce qu'il dit « je ne cesse jamais d'y échouer », ce qui est normal, on ne peut qu'y échouer, parce que la tâche est infinie, mais il y a quand même cette tension, cette tentative, cette performance artistique d'arriver à dire en quoi nous sommes pris au piège de l'écart qu'il y a pour nous entre le psychique et le logique, c'est-à-dire entre le grammatical, vraiment, et le logique à part entière, celui qui est marqué de la lettre petit a. Voilà comme petit résumé des épisodes précédents, enfin déplacement aussi, mais c'est par rapport à ce qu'on va écouter aujourd'hui et ce dont on va essayer de parler, je pense qu'il fallait refaire un petit tour en amont. Bon, on commence à écouter le... Si tu veux, oui. Je ne veux pas entrer dans le commentaire tout de suite, je préfère qu'on démarre avec... Voilà. Avec les pensées du front, vous pouvez aussi penser avec les pieds. Ben c'est là que je voudrais que ça entre. Puisqu'après tout, l'imaginaire, le symbolique et le réel, c'est fait pour ceux dans l'attroupement qui sont ceux qui me suivent, pour que ça les aide à frayer le chemin de l'analyse. Ouais. C'est rond, là, c'est rond de ficelle, là-dedans. C'est esquinter à vous faire des dessins. C'est rond de ficelle. Il ne s'agit pas de les ronronner. Il faudrait que ça vous serve. Que ça vous serve justement à l'air dont je vous parlais cette année. Ça vous sert à vous apercevoir ce qui, la topologie que ça définit, ce qu'il y a entre.
du pont, de l'autoroute. Ouais. Ces termes ne sont pas tabous. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est que vous les pigiez. Et ils sont là depuis bien avant celle que j'implique de la dire, la première fois que j'ai parlé à Rome. J'ai sorti ces trois après. Je vois, assez bien cogité, je les ai sortis très tôt, bien avant de m'y être mis à mon premier discours de Rome. Que ça soit ces rangs du nœud borroméen, c'est quand même pas une raison non plus pour vous y prendre le pied. C'est pas ça que j'appelle penser avec ses pieds. Il s'agirait que vous y laissiez quelque chose de bien différent d'un membre. Je parle des analystes, hein. Il s'agirait que vous y laissiez cet objet insensé que j'ai spécifié du petit A. C'est ça ce qui s'attrape au coincement du symbolique, de l'imaginaire et du réel comme nœud. C'est à l'attraper juste que vous pouvez répondre à ce qui est votre fonction, l'offrir comme cause de son désir à votre analysant. C'est ça qu'il s'agit d'obtenir, mais si vous prenez la patte, c'est pas terrible non plus. Hein. L'important, c'est que ça se passe à vos frais. Pour dire les choses, après cette répudiation du je suis, je m'amuserais à vous dire que ce nœud, il faut l'être. Alors, si je rajoute en plus ce que vous savez, d'après ce que j'ai articulé pendant un an des 4 discours, sous le titre de l'envers de la psychanalyse, il n'en reste pas moins que de l'être, il faut que vous n'en fassiez que le semblant. Ça, c'est calé. C'est d'autant plus calé que ce débat. Qu'il ne suffit pas d'en avoir l'idée pour en faire le semblant. Vous imaginez pas que j'en ai eu, moi, l'idée. Je l'ai écrit, objet petit A. C'est tout différent. Ça l'apparente à la logique. C'est-à-dire que ça le rend opérant dans le réel, au titre de l'objet dont justement il n'y a pas d'idée. Il faut bien le dire.
jusqu'à présent, dans toute théorie quelle qu'elle soit. L'objet dont il n'y a pas d'idée. C'est ce qui justifie mes réserves, celles que j'ai faites tout à l'heure, à l'endroit du présocratisme de Platon. C'est pas qu'il n'en ait pas eu le sentiment. Semblant, il y baigne sans le savoir. Ça l'obsède. Car même s'il ne le sait pas, ça ne veut rien dire qu'une chose, c'est qu'il le sent, mais qu'il ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Tous, c'est un support. C'est insupportable. Il propage. Il n'y a pas un seul discours où le semblant ne mène le jeu. On ne voit pas pourquoi le dernier venu, discours analytique, y échapperait. C'est quand même pas une raison pour que dans ce discours, sous prétexte qu'il est le dernier venu, vous vous sentiez si mal à l'aise. Que faire selon l'usage dont s'engonce vos collègues de l'Internationale? Un semblant plus semblant que nature. Affiché. Vous vous rappelez quand même le semblant de ce qui parle comme espèce. Il est là toujours, dans toute espèce de discours qui les occupe. C'est quand même une seconde nature, alors. Que bon, soyez plus détendu, plus naturel, quand vous recevez quelqu'un qui vient vous demander une analyse. Vous ne sentez pas si obligé à vous pousser du col. Même comme bouffon, vous êtes justifié d'être. Vous n'avez qu'à regarder ma télévision. Je suis un clown. Ben, prenez exemple là-dessus. Et ne m'imitez pas. Le sérieux qui m'anime, c'est la série que vous constituez. Vous ne pouvez à la fois en être et l'être. Le symbolique, l'imaginaire et le réel, c'est l'énoncé de ce qui opère effectivement dans votre parole quand vous vous situez du discours analytique, quand analyste vous l'êtes. Il n'émerge ces termes vraiment que pour et par discours. J'ai pas eu à y mettre d'attention, j'ai eu qu'à suivre, moi aussi. Ça ne veut pas dire que ça n'éclaire pas les autres discours. Mais ça ne les invalide pas non plus. Le discours du maître, par exemple, sa fin, c'est que les choses aillent au pas de tout le monde. Ben ça, c'est pas du tout la même chose que le réel. Parce que le réel, justement, c'est ce qui ne va pas. Ce
qui se met en croix dans ce charroi, bien plus, ce qui ne cesse pas de se répéter pour entraver cette marche. Je l'ai dit d'abord, ce qui revient toujours à la même place. L'accent est à mettre sur revient. C'est la place qui te découvre, la place du semblant. C'est difficile de la situer d'une seule imaginaire, comme d'abord la notion de place semble impliquer. Heureusement que nous avons la topologie mathématique pour y prendre un appui, et c'est ce que j'essaie de faire. Bon, ben, moi je vais commencer justement par ce petit bout, parce que c'est cette histoire que j'avais développée l'année dernière. C'est parce que c'est une pratique de la parole que Lacan a pu, disons, donner au discours il a pu disons, le conceptualiser comme étant relevant d'une structure de la parole. C'est-à-dire que pour lui, il dit toute vérité s'émet d'un lieu particulier, hein, et que quand on parle, bien entendu, il y a une dimension de semblant dans la mesure où on utilise un certain nombre de mots, et en même temps, quand on parle, et ça c'est quelque chose de nouveau par rapport à ce qui s'est dit auparavant, il y a aussi une dimension de jouissance quand on parle. Et il va petit à petit insister sur la dimension d'abord jouissante de la parole plutôt que sur la dimension de délivrer du sens. Ça c'est un point très important. Et c'est à partir du moment où il peut donner au discours une structure que j'avais définie l'année dernière de 4 pôles, c'est-à-dire un pôle de vérité avec un vecteur qui va du côté de la jouissance, un vecteur qui va du côté de ce qu'on appelle le semblant, et production de quelque chose qui ne peut jamais se dire, qui est un reste qui tombe. À partir de c'est une structure quadripartite où il va placer des lettres, il va pouvoir les déplacer d'une certaine façon logique pour aboutir à la constitution de ces fameux 4 discours. Donc ça n'a pu exister que parce que c'est venu par l'intermédiaire de la pratique analytique. Et ce qui lui a permis rétroactivement d'éclairer qu'il y a d'autres types de discours qui ont la même structure mais qui n'ont pas le même sens. Hein. Alors, vous voyez par exemple à propos du réel, il insiste sur le revient. Il dit que le plus important c'est le revient, parce que quand on parle de place, évidemment, dans un espace, on situe des points dans un imaginaire de l'espace. Tandis que revient, pour lui, ça change complètement le sens des choses, c'est-à-dire que le réel, il revient toujours à la même place. Alors, par exemple, dans l'Antiquité grecque, en particulier avec Platon et Aristote, le réel qui revient toujours à la même place, c'était ce qu'on appelait la sphère des fixes, c'est-à-dire un certain nombre d'astres avec les constellations qui permettaient aux marins de se repérer quand ils étaient en mer. Parce que, bon, en terre, on a toujours des repères par rapport au paysage, tandis qu'en pleine mer, ben, les marins ils sont obligés de regarder les astres pour savoir s'ils vont vers l'ouest, pour se repérer. Voilà. Donc ça, c'était ce qui revient toujours à la même place, c'est une première définition du réel. Ensuite, ben, ça tombe du ciel, parce qu'avec Aristote et l'introduction de ces catégories de la logique, le réel qui revient toujours à la même place, ça revient toujours à la même place logique. Et Lacan donne une nouvelle définition du réel comme quelque chose qui est impossible et qui se repère dans les impasses de la logique. Voilà une nouvelle définition de ce que peut être le réel qui revient à la même place, c'est-à-dire que quand on parle ou quand on énonce un certain nombre de choses, il y a des butées logiques qui sont des façons de toucher à quelque chose de réel, même si on ne définit pas ce que c'est que le réel, bien entendu. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle des modalités, le réel défini dans des modalités logiques. Et on va rentrer avec le nœud borroméen dans un nouveau type de logique qui sera ce qu'il appelle une logique nodale. C'est-à-dire que ça ne fonctionne plus du tout comme des énoncés, comme la modalité. Hein, comme la modalité, hein, voilà. Ça va fonctionner dans des fonctionnements du nœud. En particulier, ce qu'il a repéré que quand on tire sur un des ronds, par exemple,
ça se coince. Ou alors, si on coupe un des ronds, les deux autres se défont. Voilà des types de logique modale qui fait qu'il parle d'un... vous voyez que la définition du réel qui revient toujours à la même place n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Vous voyez, il y a un déplacement. Alors, ça c'est un premier point. L'autre point, je vais simplement vous montrer comment sa démarche n'est pas du tout une démarche dogmatique, c'est une démarche où il tâtonne tout le temps, il n'est jamais sûr de ce qu'il avance, il le dit tout le temps, parce qu'il y a toujours un impossible à dire, tout le temps, il y a des trous, donc on ne peut pas toujours tout cerner par des procédures logiques, et vous allez voir comment il fait simplement, quand il est à Rome, il fait ce fameux schéma. Ça, c'est un facsimilé de ce qu'il a fait au tableau. C'est pour ça qu'on l'a mis là. C'est comme ça qu'il l'a fait. Avec ça, c'est son écriture qui a été photographiée, qui a été mise là-dessus. Et vous voyez que, par exemple, les trois ronds, là, l'imaginaire, le symbolique et le réel, bon, je ne vais pas insister sur leurs définitions différentes. Pour l'instant, vous le recevez comme ça. Le symptôme, il le situe comme étant une intrusion du réel dans le champ du langage. Il va le décrire un peu plus loin en disant c'est comme un poisson vorace hein, qui détruit vos repères symboliques, c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire que plus ça fait intrusion, plus vos repères symboliques sont abolis. Hein. Voilà une première définition de ce qu'est le symptôme chez lui au moment où il est à Rome en novembre 73. Même pas un an après, je vous présente une seconde figure. Eh bien, le symptôme, il le situe autrement, il le définira autrement, il ne le situe plus à cet endroit-là, il va situer à cet endroit-là le phallus, espèce de truc qu'on met toujours, quand on ne sait pas, on met qu'à le phallus. Le phallus, on ne sait pas ce que c'est, donc quand on ne sait pas ce que c'est, on met c'est le phallus. C'est simplement que ça veut dire qu'il y a un originaire qui est un trou et qu'on n'attrape jamais, donc c'est le phallus. Voilà. Après, il y a d'autres définitions du phallus, mais c'est ça. Et par contre, le symptôme, il va le mettre comme au contraire une intrusion du symbolique dans le réel. Hein? Donc, un symptôme, il dit par exemple une grève, c'est que quand ça ne va pas dans le réel, c'est-à-dire quand les ouvriers ne peuvent plus travailler parce qu'il y a trop de travail et qu'on ne les paye pas assez cher, ils ne peuvent plus bouffer, ils font une grève, et une grève, c'est un symptôme. C'est-à-dire, ça a la signification que quelque chose ne va pas dans le réel. Alors à partir de là, les hommes politiques, ils l'interprètent chacun à leur façon, on peut donner différents types d'interprétations, mais l'ouvrier, il ne donne pas l'interprétation de sa grève comme étant celle des patrons, bien entendu. Vous voyez, donc on peut donner des sens différents à la grève, et le jeu politique se joue à ce niveau-là. Voilà, ça c'est un type, voilà, un nouveau déplacement qu'il a fait progressivement, et c'est la pratique qui l'oblige à déplacer son truc. Et puis troisième temps, un peu plus tard, 2 ans après, il ne va plus situer la chose de la même façon, il va le situer comme ça, à partir de son travail sur Joyce, il va dire qu'au fond, le symptôme, c'est ce qui permet aux ronds du réel, de l'imaginaire et du symbolique, qui ne sont pas noués à l'origine, il faut un 4e rond pour les nouer ensemble. Et il va d'ailleurs terminer son enseignement sur cette histoire-là. Il va dire, voilà, la question que je me pose, ça sera pratiquement les dernières paroles de son enseignement public, et où on a dit que ça s'était éteint parce qu'il était devenu aphasique ou qu'il ne parlait plus, ou qu'il s'embrouillait. C'est pas du tout vrai. Il l'a dit d'une façon absolument explicite, c'est-à-dire qu'il a mis un point logique de terminaison de son enseignement en disant, la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que les ronds de l'imaginaire, du symbolique et du réel sont noués à l'origine et supposent, redemande mon papier, et supposent implicitement l'existence du symptôme, vous voyez là, ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'il y ait le symptôme pour que les 3 ronds soient noués. Et il dit, c'est une question mathématique que je me pose et je n'ai pas la réponse. Voilà, vous voyez cette façon de se déplacer. Et là, on n'est plus dans la logique modale, on est dans la logique du fonctionnement du nœud borroméen. Bon, je vais m'arrêter là-dessus si tu veux reprendre, puis je vais petit à petit élaborer cette histoire de semblant pour en reparler. Hein. Alors peut-être pour revenir sur l'idée du coincement, parce que justement cet objet petit a qui est, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, donc la seule invention qu'il revendique.
c'est donc, selon ces termes, ça l'apparente à la logique, et c'est pas quelque chose auquel il a vraiment réfléchi. Ça s'est imposé à lui comme l'écriture d'une lettre. C'est ça qui c'est tellement simple que c'est très difficile à comprendre. C'est que cette lettre-là, c'est ce qui manque justement à toute l'histoire de la philosophie qui est en impasse. Il dit bien que Platon, il sent bien, mais il n'arrive pas à mettre un mot là-dessus. Parce que cette notion de réel, ce réel-là, c'est justement ce qui est évacué du discours dominant. Par exemple, ce qui constitue aujourd'hui le discours dominant, on peut dire que c'est le discours universitaire. Le discours universitaire et son rejeton, le discours capitaliste, qui est qu'une extension du discours universitaire. C'est le slogan de Sarkozy. Ensemble, tout est possible. Voilà. Tout est possible. Justement, non. Oui. Il faut qu'il y ait de l'impossible. Il y a de l'impossible, sinon c'est invivable. Voilà, c'est ça. Donc, ce sont des modalités discursives. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui à quel point nous sommes soumis à l'idéologie. On s'imagine qu'on a un petit quant à soi qui nous permet de ne pas être dupe des informations télévisées, de ce qui se joue, de tous les enjeux desquels nous sommes tenus informés par les médias officiels et maintenant même les soi-disant réseaux sociaux qui n'ont absolument rien de social. Hein. On voit bien, ce sont des véhicules, des extensions des autres médias. D'ailleurs, j'ai vu récemment que sur Facebook, par exemple, il était passé quelque chose en conseil d'administration qu'allait être mis en avant beaucoup plus les statuts qui avaient un rapport avec l'actualité. Parce que des fois que justement on ait une possibilité de s'extraire du discours officiel. C'est un discours officiel, l'idéologie. Et c'est un discours dont on ne se doute pas à quel point nous sommes dupes du discours. On croit, et ça c'est la notion du fétichisme. Hein. C'est-à-dire que, alors on a tous, après, alors le fétichisme le plus connu, bien sûr, c'est le bouddhisme occidental. C'est-à-dire de s'imaginer que, bon, d'accord, je participe à toute cette merde-là, de licenciement, d'exploitation, de trucs, etc. Mais au fond, je ne suis pas si mauvais parce que je crois dans les paroles du Dalai Lama, je suis un être bon et je suis du côté du bon. Et je suis du côté du bien et dès que je pourrai, j'interviendrai, hein, parce que moi, je ne suis pas comme ça. Mais en fait, ce qui constitue le discours au sens lacanien, qui est implacable, c'est que ce n'est pas ce qu'on dit qui fait foi, c'est ce qu'on fait. Donc, ce qu'on fait, c'est véritablement le discours. Et nous sommes pris là-dedans. Alors, il y a, peut-être, je vais faire une petite aparté pour bien faire comprendre ça. C'est dans le dernier film de Slavoj Žižek. Bon, c'est un film que je connais par cœur. Hein, c'est un film qui s'appelle Zéliv. C'est Invasion Los Angeles. Et c'est l'histoire, donc, d'un type qui est un errant, hein, qui se rend compte en trouvant une boîte où il y a plein de lunettes, qu'en mettant ces lunettes-là, il voit les véritables messages qu'il y a sur les publicités, sur les billets de banque, etc. Et donc, évidemment, il voit obéissez, derrière les publicités pour des destinations fantasmatiques, je sais pas, les Seychelles, la Réunion, etc. C'est reproduisez-vous, faites des enfants, etc. Et donc tout apparaît directement à celui qui met les lunettes. Et sur les billets de banque, sur les dollars, il y a marqué « This is your God », c'est votre Dieu. Et donc il se rend compte en fait que dès qu'il met les lunettes, il voit les véritables messages qui... Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que son meilleur ami, Armitage, le Black, il lui explique ça. Mais l'autre ne veut pas du tout mettre les lunettes. Parce que alors, il y a deux aspects là-dedans. C'est d'abord que ce n'est pas l'idéologie, c'est d'un seul coup, on enlèverait les lunettes et on verrait le réel de ce qu'il propose. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est déjà a priori dans l'idéologie. Et quand Lacan dit que Freud parle de la Wissentrieb et il dit il y a une pulsion de savoir, et Lacan il dit non, c'est surtout ne pas vouloir savoir. Hein. En fait, dans ce film, il est bien montré que Armitage est obligé de se battre avec lui pendant 9 minutes. C'est très long dans le film. Il se fout des pains sur la gueule pendant 9 minutes
Parce que Armitage ne veut pas mettre les lunettes. C'est-à-dire se rendre compte d'à quel point je suis pris dans l'idéologie, c'est surtout ce que je ne veux pas savoir. Donc la résistance absolue au savoir, c'est la résistance au savoir idéologique. Or, nous vivons dans un monde qui se prétend idéologique, hein, puisque le capitalisme prétend que c'est purement pragmatique, qu'il n'y a aucune idéologie derrière, c'est normal, ça se présente comme naturellement. Les hommes font des profits, ils ont envie de développer les choses, de créer des richesses, tout ce discours lénifiant, etc. En fait, ça, c'est une pure idéologie dont permet de sortir le discours de l'analyste, parce que, d'abord, par le discours de l'analyste, il est possible de situer ce sur quoi ce discours fait l'impasse, c'est-à-dire, d'une part, le réel en tant qu'impossible, il n'y a pas d'impossible, donc comme l'a dit Patrick, là, le slogan c'est « tout est possible », ou « yes we can ». C'est exactement la même chose, hein. La campagne de Sarkozy ou la campagne d'Obama, soi-disant qu'ils sont de deux bords opposés, hein, comme si Hollande était d'un bord opposé à Sarkozy. Enfin, je veux dire, il faut vraiment avoir avoir besoin de sacrées lunettes pour voir que quand même c'est exactement la même chose. Donc ce discours-là, massif, ce discours idéologique, c'est justement la partie que Lacan rend accessible par sa théorie des discours. Mais attention, il le dit très bien, ça n'invalide pas les autres discours, parce que la notion de discours, elle est à replacer vraiment dans son articulation première, c'est que ce n'est pas un sujet qui tient un discours, mais bien un sujet qui se tient et qui doit se tenir le mieux possible dans le discours qu'il sert. Donc, un sujet, il est assujetti à un discours, ce n'est pas lui qui le produit. Donc, la notion de réel, là, on la trouve avec le coincement de l'objet petit a. Quand il invente cet objet petit a, ce qui est l'invention majeure, parce que même si c'est accessoire qu'il il résout l'impasse de la philosophie avec ça, c'est-à-dire que le trou autour duquel ils ne peuvent que tourner pendant des millénaires. Hein. Donc, il le pose comme objet petit a. À partir de là, on revient sur l'inconscient structuré comme un langage, c'est-à-dire la seule manière dont je peux me saisir de la notion d'être, c'est par rapport au langage, puisque je ne peux faire qu'advenir le je, le faire être, alors que le je n'existe pas. Hein, il n'existe pas, le jeu de la psychanalyse, le sujet de la psychanalyse, puisqu'il est toujours représenté par un signifiant pour un autre signifiant. Donc il ne peut jamais être. Or, il ne peut chercher qu'à se faire être. Mais ça, c'est parce que ça vient de la répudiation, la répudiation dont il parle là, du je suis. Le je suis, c'est-à-dire l'être de jouissance, l'objet que je suis dans le réel pour l'autre, je ne peux pas y avoir accès, jamais. Donc ça, c'est ce qui marquait du saut de l'impossible. Cet impossible-là, c'est un terme logique. Ce terme logique-là, c'est ce qui permet justement de resituer le discours de l'analyste par rapport aux autres discours et de se situer en tant que sujet. Et l'aspect réel, ça, je vais peut-être revenir là-dessus parce que ça, c'est le point crucial dans la logique de présupposition du signifiant, c'est-à-dire que les îlots de jouissance qui restent et qui tiennent lieu de ce réel perdu, ces îlots-là, en fait, me font imaginer un réel substantiel, alors que c'est le vide avec lequel je dois me colter. C'est-à-dire que ce qui revient à la même place, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un vide, mais d'un vide producteur d'effets directement dans la réalité. C'est-à-dire c'est l'équivalent du sujet vide. Donc, par exemple, comment ça s'appelle, la mythologie du névrosé, là, le petit livre, le mythe individuel du névrosé, par exemple, il a cette définition magnifique de l'homme, hein, c'est un être, donc, enfin un être, non, c'est un sujet, hein, qui est susceptible d'éjaculer à la pensée d'une pantoufle. Donc, on voit bien quand même que là, il y a la puissance du signifiant en tant que semblant, mais doublement semblant. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être là, la pantoufle. C'est juste une pensée qui se fait, et c'est un semblant de semblant, mais ça n'a pas moins des effets réels.
C'est-à-dire que le semblant, dans l'enseignement lacanien, ce n'est pas quelque chose, c'est le signifiant, donc ce n'est pas quelque chose qu'on est susceptible d'évacuer, c'est au contraire le réel lui-même qui se présente sous la forme du semblant. Il n'y a rien derrière, en fait. Voilà. Alors ça, c'est la phrase célèbre de Hegel, c'est ce qu'on trouve, au fond, derrière le rideau des apparences, c'est ce qu'on y a amené soi-même. Il n'y a rien derrière le rideau des apparences. Donc c'est une approche absolument contingente, mais cette contingence-là ne tient que par rapport à la notion du sujet qui est transcendant, c'est-à-dire qu'il ne se résume jamais aux traits positifs qui sont là pour le définir. Il est ce qui n'est pas ça, c'est-à-dire le vide autour duquel s'agrège toute cette symbolique, tous ces traits positifs qui sont censés le définir. Donc c'est ça la logique lacanienne, c'est la logique qui permet de nous saisir des confins de notre propre liberté. C'est-à-dire d'abord l'aliénation, l'aliénation dans l'envers de la psychanalyse ou dans la logique du fantasme est définie comme le rejet de l'autre. C'est l'aliénation, définition lacanienne, rejet de l'autre. Donc la sortie de l'aliénation, comment la concevoir si ce n'est de mettre en place un protocole de comment ce rejet de l'autre a-t-il pu avoir lieu? Il n'y a pas d'autre possibilité. La marge est extrêmement étroite, mais elle est d'une logique implacable. Alors, l'aliénation, pour sortir de l'aliénation, il faut d'abord la reconnaître. Voilà. C'est l'histoire de cette phrase d'être dupe. De quoi faut-il être dupe? Parce que ceux qui sont toujours non dupes, que vous voyez s'exprimer un peu partout, sont toujours des sujets qui disent « moi, je ne suis pas comme ça. Ouais. Moi, je dénonce le désordre du monde, mais je n'en participe en rien. » Alors qu'en fait, justement, ce que dit Freud, par exemple, à Dora, quand elle vient le consulter et qu'elle lui raconte les turpitudes dans lesquelles son père, Madame K, sa maîtresse, et Monsieur K, le mari de cette dame, la mettent, Freud, la première chose qu'il lui dit au bout, dès qu'elle raconte l'histoire, il dit « mais au fond, ce désordre du monde que vous dénoncez, vous en faites partie, c'est-à-dire que vous y participez très activement. » Et donc ça a pour elle un effet de vérité. Alors cette histoire de dupe, c'est une question que pose Lacan. De quoi faut-il être dupe? Parce que les non-dupes, ils sont toujours à côté de la plaque. Donc il faut savoir de quoi faut-il être dupe. Il faut être dupe de quelque chose auquel personne n'échappe, il faut être dupe de la structure langagière. Nous sommes tous assujettis à une structure langagière qui fait que nous sommes des parlettes, ce que Lacan appelle des parlettes. Hein, c'est comme ça qu'il faut dire la chose. Je voudrais dire encore un autre truc, c'est très difficile de saisir la notion de l'objectita. Hein. Il a fallu qu'un Freud vienne inventer, ou plutôt reconnaître l'inconscient, parce que l'inconscient il existe depuis toujours, et qu'il a fallu que lui, il invente une méthode, dans un moment historique particulier, qui lui permette de dire « c'est un savoir à déchiffrer ». C'est la fameuse répudiation du « je suis hein, », qui est qu'on ne peut pas dire « je suis », je n'ai pas d'être, c'est toujours fuyant. Par contre, on peut dire exactement à quoi je suis assujetti, c'est-à-dire à un certain nombre de signifiants qui me font sujet. C'est ça que ça veut dire. Alors, premier temps de cette trouvaille par Lacan, parce que forcément il va chercher chez les auteurs qui l'ont précédé, c'est quand il commente le banquet de Platon en particulier, quand Alcibiade entre en scène et fait une déclaration, il est ivre-mort, il fait sa déclaration d'amour à Alcibiade, à Socrate, et il dit devant tout le monde, mais Socrate c'est vraiment la merveille des merveilles, et moi en plus de ça, Socrate il est comme ce qu'on appelle l'agalma, mais dans l'agalma, qui est une sorte de fourreau, de boîte, à l'intérieur, il y a les agalmata, il y a les merveilles. Et moi, il dit, je les ai vus, et je ne peux pas vous en parler. Alors, Lacan fait la différence entre ce qu'est l'enveloppe, c'est-à-dire Socrate est laid comme le silène, c'est un silène, c'est un être
absolument, il est très laid, et sa laideur, il a un charme extraordinaire, c'est pour ça que tout le monde est saisi par Socrate, parce que Alcibiade dit à l'intérieur de lui-même, il a l'objet précieux, et moi, il essaye de faire croire qu'il l'a vu. Voilà. Ça, c'est une première démarche où Lacan invente l'existence de cet objet. Quand on est amoureux de quelqu'un, en gros, c'est qu'on pense qu'il a en lui quelque chose d'une merveille que l'on n'arrive pas à définir, et c'est quelque part, on lui attribue cette espèce de brillance phallique qui est en fait un creux, un trou. Ça, c'est la première chose. Alors, il reprend à partir de là les objets pulsionnels dont parle Freud, et ça part d'une notion de contingence corporelle des objets pulsionnels. Dans la pulsion orale, c'est le sein. Dans la pulsion anale, c'est la merde. Dans la pulsion, alors Freud ne les a pas développés, dans la pulsion scopique, c'est le regard. Et dans la pulsion invocante, c'est la voix. Hein? Et Lacan dit bien qu'il ne faut pas confondre ces objets qui sont de consistance corporelle à ce qu'est vraiment l'objet petit a, qui lui est de consistance logique, en ce sens qu'au fond, la voix, c'est pas du tout ce que vous entendez quand je parle. La voix, vous l'entendez dans les modulations de ce que je dis, dans les coupures que je fais dans le texte quand je parle, et si je fais jamais de coupure, vous ne pouvez pas me suivre. Et vous avez le flot de comment Lacan parle, comment il prend son temps, comment il revient, et petit à petit, on est pris par ça et on arrive à suivre son texte, même si dès qu'il l'a dit, on l'oublie. Parce que la matière inconsciente, on l'oublie toujours. Comme les mots d'esprit, on oublie les mots d'esprit. Donc la voix, elle est aphonique, elle n'est pas substantivée, premièrement. La pulsion scopique, c'est pas la vision, c'est le regard. Autrement dit, dans le monde, je suis regardé. J'imagine toujours qu'il y a un regard posé sur moi. Hein, c'est pas ce qu'on voit, au contraire, parce que quand on voit la chose, justement. La pulsion donc invocante, je l'ai dit, c'était la voix. La pulsion scopique, c'était le regard. La pulsion anale, ce n'est pas le caca, quoi. C'est ce qu'on appelle la merde. Je suis dans la merde, quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire. Je m'emmerde. Les gens, ils viennent dans des conférences, mais peut-être ici, je m'emmerde. Ça veut dire qu'ils sont pris dans quelque chose qui les sollicite à ce niveau-là. Je m'emmerde, quoi. Hein, je vais m'endormir, ou je vais me casser, je me fais chier, voilà. Il n'y a pas besoin de le pousser beaucoup, mais voilà. Et puis enfin, la pulsion, laquelle je n'ai pas définie encore, la pulsion orale, c'est le sein, mais pas le sein au sens du nichon. C'est le sein comme objet, justement, qui est d'appartenance à l'enfant. L'enfant, le sein lui appartient comme objet petit a, parce que c'est sa façon de pomper le lait de la mère, enfin, pomper chez la mère ce qui sera sa jouissance en dehors du nourrissage. C'est le plaisir de la tétée qui, bien entendu, est réciproque. Parce que le nourrisson, il s'aperçoit bien que ça ne laisse pas sa mère indifférente, et que donc là, il y a quelque chose qui s'échange. Vous voyez, pourquoi on peut dire que l'objet petit a, qui est de cet ordre-là, est un objet qu'on appelle un plus jouir, c'est-à-dire que ça permet d'obtenir, alors que l'objet est perdu par définition, d'obtenir quand même un petit bonus de jouissance supplémentaire. Ben oui, hein? Si vous voyez bien là, parce que c'est grâce à cet exemple, on peut très bien comprendre ce que c'est l'objet petit a. C'est-à-dire que vous imaginez que c'est perdu, l'être. L'être est perdu. Le statut de l'objet, en psychanalyse, c'est de toujours avoir été déjà perdu. Donc, il est remémoré sur les 4, il y a 4 ou 5 lieux du trou pour nous. Donc, le trou à l'intérieur de l'œil, celui de la nuit du monde, le trou de l'oreille, le trou de balle, on peut dire, et la bouche, donc le trou avide. Et il ne reste là que sous forme de consistance logique. Alors 4 ou 5, hein, parce qu'on peut mettre le rien aussi comme étant la possibilité du phallus, c'est-à-dire le manque et la présence qui oscillent sans arrêt, donc c'est une des modalités. Mais pour l'instant, on en reste aux 4, parce que ce sont les 4 objets corporels. Donc, comme l'être est définitivement perdu, ce qui est remémoré
dans ces îlots de jouissance perdus, ce n'est plus que nous ayons accès, c'est que nous les faisons être pour remémorer cette perte, en fait, qui nous signifie. C'est à partir de là qu'on a un accrochage. Sinon, il n'y aurait pas d'accrochage. On serait déjà qu'on flotte en plein espace et que tout le monde s'imagine qu'il croit savoir où il est. Mais c'est la base de notre condition humaine, c'est de ne pas savoir où nous sommes. Hein, si vraiment je me questionne un peu de où je suis maintenant, si je suis un peu sérieux dans ça, je me rends compte que derrière les réponses automatiques qui vont venir, je me demande bien où je peux être. Hein, c'est très difficile de se situer sur Terre. Et donc là, il y a 4 points d'accrochage qui sont des points logiques, qui sont comme des îlots qu'on dote d'être en tant qu'objet, mais c'est un défaut de pouvoir revenir à l'être. C'est-à-dire que c'est dans le choix forcé entre le je pense et le je suis, les objets petit a viennent tenir lieu, ce sont des lieutenants, on va dire des lieutenants du néant, à partir duquel j'attribue une substance de jouissance qui me fait être. La jouissance, c'est l'être. Donc, évidemment, la possibilité d'assumation de la perte passe par le fait de réinvestir ces objets-là de la teneur logique qui est la leur et qui nous entraîne dans des formes discursives dans lesquelles notre sujet est pris. Et le mérite du discours analytique, c'est le seul, en tant que dernier des discours, de restituer la logique dans laquelle les discours s'articulent. Donc d'abord, il y a le discours du maître, obligé. C'est-à-dire que même aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a des dialectiques finies sur Internet, sur est-ce qu'on a besoin d'un maître, etc. Parce qu'en fait, il ne faut pas confondre le maître et le discours du maître. Le discours du maître, il est premier. Il faut qu'il y ait quelque part toujours un maître pour que l'enclenchement ait lieu d'un discours où le maître se soutient du réel de sa propre mort. Donc c'est un discours qui est qualifié d'idiot, hein, mais c'est celui en fait qu'on suit le plus aveuglément, puisque apparemment derrière le discours du maître il y a le fait que les choses aillent bien pour tout le monde. Ça c'est l'intentionnalité, on va dire, que ça aille dans le bon sens pour tout le monde. À l'inverse de ça, il y a bien sûr le discours de l'hystérique qui est qui suis-je pour que tu me dises qui je suis. Donc c'est-à-dire que le sujet est mis tout de suite en faillite dans sa propre faille et il n'arrête pas de questionner et de revenir sans arrêt en disant non, mais c'est pas du moi, hein, c'est vraiment la faille du sujet lui-même qui est prise dans le discours hystérique. Donc ensuite on a le discours universitaire qui lui est un discours du maître déguisé. Exemple, la médecine. Hein, la médecine, apparemment, ce sont des connaissances objectives. C'est vous avez ça, bon, mais c'est tel truc, tel symptôme, ça correspond à c'est telle maladie, tel truc, etc. Mais en vérité, en tant que sujet, vous allez vous mettre en position d'objet devant quelqu'un que vous créditez d'un savoir sur ce qui vous arrive. Donc vous êtes aliéné dans un discours qui nie par la neutralité qu'il affiche le fait que c'est un discours du maître qui ne s'assume pas en tant que discours du maître et qui évacue bien sûr la division du sujet, puisque on ne parle que d'objets. Donc il se passe ça, c'est telle cellule, tel truc, etc. On passe, comme l'a montré Patrick tout à l'heure, sous les représentations. Ça c'est le schéma de Lacan. Donc on voit ici la science ici qui passe sous les représentations, qui croit pouvoir se passer des représentations pour accéder directement au réel. Mais le problème, c'est que c'est pas possible. Donc, il donne d'autres représentations. La cellule, le génome, le truc, etc. Et il se contente de ça en disant, mais ça, c'est objectif. Il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas d'objet indépendamment d'un sujet qui médiatise cet objet. Ça, c'est de la logique. Voilà. Ça n'existe pas des choses purement objectives. Ce sont des statistiques, des probabilités. Alors, libre à chacun de se prendre pour une probabilité, si ça l'arrange. Mais en tout cas, si on est dans une logique, il n'y a d'objet que s'il y a un sujet pour médiatiser cet objet. L'objet en soi n'existe pas, il est toujours perdu. Ça, c'est de la logique. Voilà. C'est en ça que Lacan, il est insupportable. Mais de la même manière que Freud est insupportable. Parce que ce qu'il amène, c'est qu'il sape tous les fondements
du service du bien, de la bonne intentionnalité, de l'altruisme. Alors, on n'a que des gens altruistes, là, hein. Tout le monde est très très altruiste. Hein. Alors là, on n'a qu'à voir les statuts sur Facebook, le nombre d'altruistes qu'on a. Hein. Mais ça, c'est vraiment, ça c'est un véritable leurre, hein, pas seulement au sens lacanien. C'est-à-dire que ça masque les pulsions d'agressivité sur le mode identificatoire. Parce que, comme l'a déjà montré Chesterton, théologien anglais, hein, Nietzsche, en prônant l'égoïsme, fait de l'altruisme. On ne peut pas prôner l'altruisme et l'être, parce qu'on ne peut pas en être et l'être. Donc ça, c'est le problème de logique aussi, c'est le problème d'identification à l'objet. La logique, qui est une logique subjective, qui passe du modal au nodal, c'est quelque chose d'implacable. Et ça, c'est vraiment la filière Freud-Lacan. Voilà. Freud est déjà là-dedans, mais il y a des choses, même dans Freud, qu'il annonce et qu'il avance sans le savoir lui-même. Ce que Lacan révèle, et il en réfère tout le temps à Freud, et là on en vient peut-être à la notion de nouveau par la répétition, puisque évidemment le nouveau ne vient que par la répétition. Donc si Lacan fait retour à Freud, et nous on fait retour à Freud et retour sur Lacan, parce que le nouveau ne peut venir que par cette répétition-là. Il n'y a pas de possibilité dans la fuite en avant, qui est une espèce de fantasme discursif qui est lié au discours universitaire. Demain, le progrès fera que, vous allez voir, bientôt votre esprit va pouvoir se télécharger sur un disque dur, vous pouvez être absolument éternel, puisque même quand vous aurez disparu, quelque part votre esprit sera téléchargeable d'un ordinateur à un autre, etc. Ça, c'est purement le fantasme. Alors que la contingence de la parole fait que, quand on parle d'un lieu, on parle de ce corps parlant. Donc, voilà, la psychanalyse par Internet, ça n'existe pas. Hein. C'est la présence des corps qui compte. Donc, le corps, il est le lieu d'où on parle, d'où je parle en tant que l'infini de mes espaces intérieurs. Donc, pour sortir et pour revenir à la notion de logique, là, on est vraiment dans la contingence pure. Et ça, c'est vraiment Lacan qui prend toutes les leçons de ce qu'il a compris à la fois chez Kant, chez Hegel et chez Marx, et qui lui permet de repérer dans sa clinique les nœuds logiques, c'est-à-dire les confusions dans lesquelles l'analysant est pris. Et donc, parce qu'il connaît cette manière absolument... c'est le dire, c'est le Dieu lui-même, le Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de logique à l'œuvre tellement subtile que l'entendre, c'est pouvoir donner la possibilité à l'analysant de se saisir de sa position et à partir de là, de sortir de l'automatisme de répétition. Alors, pour revenir au tout début sur ce que Freud met au départ, donc il met au principe de la cure, l'interprétation, parce qu'il a mis au départ comme principe du symptôme, donc la levée du symptôme, c'est l'interprétation, parce qu'il y a un refoulement. Le refoulement dont on parle, là, le refoulement originel, il va en parler un peu plus tard, Lacan, c'est l'Urferding, c'est le refoulement d'avoir perdu l'être. L'être est définitivement perdu, donc on ne peut le commémorer que sous la forme de ces îlots de jouissance qu'on appelle plus de jouir, donc objet petit a, mais ces objets petit a ne viennent pas après, hein, c'est-à-dire que c'est à partir du fait qu'il y a un objet petit a que se constitue une notion de réel comme pure jouissance. Voilà. Alors c'est là qu'on place toute la théologie, le Dieu, toutes les divinités, tous ces trucs-là, etc. Ça se place là parce que ça vient après coup comme une possibilité de remplir ce vide-là, qui est un vide. Donc on a quelque chose à faire avec le vide. Parce que tu parlais de l'interprétation, on va essayer de... Bon, de toute façon, il ne faut pas vous inquiéter avec cette histoire de topologie borroméenne, comme ça, qui a l'air extrêmement barbare, et qui est en fait relativement simple dans son usage, puisque la propriété que vise Lacan, c'est de dire que, au fond, quand je noue c'est rond, il suffit, donc il a exploré des tas de types de nouage à plusieurs ronds, c'est quand j'en coupe un, les deux autres sont libres. Ça veut dire que quand on parle, par exemple, donc que le langage, il est constitué de nœuds comme ça. Et donc on peut défaire des symptômes uniquement parce qu'on fait des interprétations qui coupent et qui délient les choses. Hein. Ça les défait parce que ça les délie. Alors, justement, donc,
Ne vous inquiétez pas de ça, parce que moi j'ai travaillé longtemps avec Souris, qui était celui qui supportait et qui soutenait Lacan dans son travail avec les nœuds. Au fond, Lacan, il ne savait pas très bien manier ces choses-là, mais il faisait des hypothèses et Souris lui apportait les preuves mathématiques que ça tenait la route. Moi j'ai travaillé avec Souris pendant un certain temps justement dans des cartels. Il me disait, mais vous savez, c'est pas la peine de faire des schémas comme ça en fin de compte, parce que c'est quand vous parlez que vous faites de la topologie, et spécialement borroméenne. C'est-à-dire que quand on parle, eh ben, on manie à la fois le réel, l'imaginaire et le symbolique. Et c'est venu, comme dit Lacan, hein, comme bague au doigt, tout simplement parce que depuis le début de son enseignement, il avait introduit son enseignement par une conférence qu'il appelle le réel, l'imaginaire et le symbolique, et dont il parle dans cette conférence-là, et que, arrivé à bout d'un parcours extrêmement complexe, il arrive justement, on lui amène un jour ce nœud borroméen qu'il ne connaissait pas et qui correspondait exactement à ce qu'il pouvait chercher. Voilà 3 ronds de ficelle qui sont nouées de telle sorte que quand j'ai un coupin, les 2 autres sont libres. C'était vraiment le truc qu'il lui fallait à lui. Hein, il lui fallait ce truc-là. C'est pour ça qu'il change complètement de perspective et il modifie complètement le truc, parce qu'au fond, le nœud borroméen ne permet pas de faire une mathématisation, je dirais, ça résiste à la mathématisation. En gros, ça ne peut pas être une mathématisation absolue. C'est pour ça que Lacan, il dit qu'à maintenant, alors qu'il faisait ces fameux mathèmes, là, vous savez, toutes ces petites formules mathématiques, où il disait que ça pouvait transmettre intégralement, ça pouvait faire transmission intégrale, il y renonce parce qu'avec ça, c'est pas possible. Parce que c'est un nœud qui résiste à la mathématisation, tout simplement parce qu'il y a des trous. Il y en a un là, il y en a un là, parce que qu'est-ce que c'est que la vie? On ne sait pas ce que c'est. Dès qu'on lui met un cercle, ben on en fait une espèce... La mort, on ne sait pas ce que c'est. Vous voyez ce que ça donne? Le corps, au fond, il a une consistance imaginaire, mais on ne sait pas très bien ce que c'est. C'est plein de trous, ce truc-là. Il y a des trous, mais qui n'ont pas la même fonction quand on se met à parler. Ça, c'est des choses très importantes. Alors, par exemple, on a parlé du semblant. Le semblant, c'est difficile à piger, parce que, il dit bien, l'analyste, il ne doit pas se situer, quand il se propose de soutenir la cause du désir en analysant, ça ne veut pas dire qu'il fait semblant. C'est pour ça qu'il dit, même comme Buffon, vous êtes justifié d'être. C'est qu'il doit se situer comme tenant lieu. Il ne doit pas se prendre pour celui qui cause le désir de l'analysant, mais comme celui qui lui offre une possibilité, que là, quelqu'un ne va pas suturer son discours et va lui laisser développer ses propres chaînes signifiantes pour lui permettre de reconstruire son histoire. Hein. C'est pour ça qu'il considère que Socrate est le premier analyste par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Socrate refuse de s'identifier à l'Agalma. C'est-à-dire qu'en aucun cas, il ne veut écouter le discours d'Alcibiade parce qu'il ne veut pas être identifié à ça, il ne veut pas jouir. Donc il se place un pas de retrait, il ne veut pas jouir, il ne jouit pas. Donc parce qu'il refuse de s'identifier à l'objet petit a qu'il est pour l'autre, c'est-à-dire à considérer qu'effectivement, à l'intérieur de lui, il y aurait un trésor, etc. Et Socrate, il se met en retrait. Voilà. Ça, il répond quand on vient le voir, quand il faisait ses petits discours dans la rue, comme ça, puisque c'était quand même un peu quelqu'un qui était un peu un vagabond dans la cité, quand même. Hein. C'était pas du tout un grand seigneur comme Platon, qui était un maître, qui avait une école, enfin tout ça, c'était... on vient lui annoncer un jour que, justement, comment ça s'appelle, l'oracle de Delphes, on lui a véhiculé ça, a dit que le plus grand philosophe de la cité, c'est Socrate. Et on vient raconter ça à Socrate. Alors quand il entend ça, comme c'est un hystérique, bien sûr, il est hystérique, il dit bah, je vais le devenir. Je vais le devenir. Et effectivement, voilà où il se soutient. Il n'y croit pas, mais il y va quand même. Il essaye de devenir ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il finit par dire moi je ne sais rien d'autre, je ne suis savant qu'en matière de l'amour. Et dans le banquet de Platon, justement, comme tout le monde fait l'éloge de l'amour, et quand vient son tour, il commence à bafouiller quelques trucs, et puis finalement, il passe la parole à Diotime, c'est-à-dire qu'il se divise, c'est la division, et il fait parler une femme à sa place.
pour répondre à la déclaration d'amour que lui fait devant tout le monde Alcibiade, parce qu'Alcibiade raconte à tout le monde, voilà ce que j'ai essayé de faire, j'ai dormi dans son lit avec lui, je me suis exhibé, il ne m'a jamais touché, il ne m'a jamais rien fait, parce qu'on reprochait à Socrate d'être un pervers qui tripotait un peu tout le monde, et en particulier les enfants. C'est même ce qui lui a valu une certaine condamnation d'ailleurs. Et probablement le banquet de Platon est une façon de réhabiliter après sa mort, et il refuse effectivement de répondre parce qu'il laisse dans la parole d'amour Alcibiade développer la chose pour lui pointer un jour l'objet de son désir. Et soit celui que tu désires dans le banquet, c'est le Agathon qui est là, Agathon qui est une métaphore de l'agalma, de la merveille. Et effectivement, voilà comment il fait l'interprétation. C'est la première interprétation. C'est pour ça que Lacan lui donne une fonction d'être le premier analyste et qu'il est à l'origine du plus grand transfert de l'histoire, voilà. Puisque quand on lit Platon maintenant, on a l'impression d'entendre Socrate parler. Hein, c'est vrai, lisez Platon, on a de l'amour pour Socrate dont il parle tout le temps comme ça. Hein. Alors ce refus de jouir. Alors alors tu as quand même fait une petite incise sur le discours médical. C'est plus complexe que ça, le discours médical, parce que le discours médical, c'est vrai qu'il a trois pentes quand même. Il se situe en tant que c'est un discours de maîtrise, puisque forcément l'acte médical c'est un acte sacral, puisque la preuve c'est que le médecin il fait des ordonnances, autrement dit il donne des ordres. Il est dans une relation donc particulière, et c'est une des rares fonctions sociales qui est de ce registre-là, et que quand on va voir un médecin, il fait des ordonnances, il vous donne des ordres, vous prendrez ça, ça, ça et ça. Mais en même temps, il a un pied de ce côté-là, mais il a aussi un autre pied, c'est que comme dans sa fonction de médecin, il collecte les symptômes, il est dans le discours universitaire, c'est-à-dire qu'il collecte un certain nombre de symptômes qui va lui permettre d'identifier, donc ça il est du côté du discours universitaire, d'identifier la maladie, celle que la médecine de son temps décrit, et il pourra à ce moment-là faire des prescriptions selon les normes de la médecine de son temps. Hein. C'est plus complexe que ça. C'est comme, alors le discours de la science, c'est encore autre chose, le discours de la science, parce que le discours de la science moderne, il a un statut universitaire. C'est pour ça qu'on voit se développer les neurosciences qui essayent de nous faire croire que nous sommes des rats ou des souris, et que après tout, les souris, les mouches, parce qu'ils ont étudié ça aussi chez les mouches, et les lapins et autres, ils rêvent et ils pensent. Bon, évidemment, ils ne pensent pas avec l'appareil langagier, ils pensent avec ils ont peut-être un appareil psychique, mais on ne sait pas grand-chose de ce qu'ils font. En fin de compte, on ne sait pas ce qu'il y a. Mais ils ont certainement un appareil psychique. Et à partir de là, vous voyez que petit à petit, on est aspiré non plus du côté du discours du maître, parce qu'après tout, le médecin ou le chirurgien, quand il est dans le discours du maître, à un moment donné, il tranche. Hein, le chirurgien, il prend une décision qu'il est le seul à pouvoir prendre. Le médecin, c'est pareil. Tandis que là, maintenant, de plus en plus, la dérive de la médecine du côté du discours universitaire fait qu'ils appliquent tout le temps des protocoles. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans la médecine? Ils évacuent le sujet. On n'écoute pratiquement plus, quand en consultation, les gens qui viennent parler de leur maladie, dès qu'ils se mettent à parler, automatiquement, examen, IRM, radio, examen laboratoire et tout, et revenez dans 15 jours, je vais vous donner le résultat, hein, et on l'inscrit dans un protocole de traitement, que ce soit pour les cancers, que ce soit pour la grippe, que ce soit pour toutes les maladies, et bien entendu, dans la psychiatrie, maintenant, ce sont des protocoles comportementalistes, avec des médicaments psychotropes, qu'on appelle des médicaments, qui ne sont pas des médicaments. Ce sont des molécules qui jouent sur le système nerveux central, bien sûr, qui ont des effets, mais des fois des effets ravageurs, parce qu'on empêche le fonctionnement spontané de l'appareil psychique, qui lui a des fonctions de restauration tout le temps. Si on empêche quelqu'un de rêver, eh ben, il continue dans sa dépression. Vous comprenez ce que je veux dire, toutes ces choses-là? C'est plus complexe que ça, les notions de discours. Alors dans la science, elle a un statut de plus en plus universitaire. Elle est de ce côté-là.
Alors qu'autrefois, la science, c'était tout à fait autre chose. Les scientifiques, ils tranchaient aussi. Ils prenaient ils inventaient des trucs et ils tranchaient dans les connaissances du monde. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qu'on envoyait au bûcher ou des choses comme ça. Hein. Et Lacan resitue, ça c'est très important, situe la science avec deux pieds. Un pied dans le discours universitaire, donc un discours de conformité à un savoir reconnu officiellement, avec son label, ses diplômes et tous ces trucs-là, il le situe du côté du discours hystérique, c'est-à-dire que celui qui invente le savoir à partir de ce qu'il est, qui invente des choses nouvelles. Voilà. Tout ça, c'est complexe à manier. Et c'est pour ça qu'effectivement, la psychanalyse qui permet, à partir de sa pratique, d'élaborer les statuts des autres discours, ne les invalide pas. Ça veut dire que c'est quand même important que les autres discours existent. Et il est possible que dans le monde actuel, ces discours-là sont en train de se diluer complètement, et ils sont complètement, disons, envahis par le discours qu'on dit capitaliste, pour qui rien n'est impossible, et tout se soumet à ce discours-là, ça dissocie tous les liens sociaux, et ça fait de nous, comme résultat, ça produit un sous-développement subjectif, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus de vous comme sujet, on n'en a rien à foutre, on ne vous demande plus rien, et puis vous vous produisez vous-même, sujet de la libre entreprise, parce qu'on vous dit que vous êtes libre d'entreprendre, la liberté d'entreprendre, vous vous produisez vous-même comme déchet. Hein. Donc il y a un sous-développement à la fois du sujet subjectif, et bien entendu, au bout du compte, un sous-développement économique. Je n'ai pas besoin d'insister là-dessus pour que vous puissiez le constater sur toute la planète. Hein. Alors, il y a ces autres discours qu'on peut critiquer du temps de Lacan à cette époque d'autour de 68, peut-être que maintenant on s'aperçoit qu'ils ne fonctionnent plus. Parce que l'université n'est plus ce qu'elle a été avant. On peut le dire comme ça, hein, quand même. La médecine ne fonctionne plus comme elle a été autrefois, et un certain nombre d'autres choses de cet ordre-là. Hein. Moi, je vous dis ça par rapport à la place de la psychanalyse dans tous ces champs. Qu'est-ce qui est devenu la psychanalyse? Au fond, peut-être c'est peut-être le dernier refuge d'une pratique de la parole entre les sujets humains. C'est peut-être le seul endroit où quelqu'un peut venir parler authentiquement de ce qui lui arrive dans la vie et peut peut-être dénouer des symptômes qui vont pouvoir lui permettre de refaire son histoire et de changer le cours de son histoire, pour lui rendre la vie un peu plus vivable. Donc c'est un champ très très limité. Les analystes ne sont pas tellement nombreux dans le monde. Je ne sais pas combien il y a d'analystes sur la planète, mais pas tant que ça. Simplement, elle a eu un impact considérable après mai 68 en particulier, parce que Freud il était renvoyé aux oubliettes depuis longtemps. En France on ne le lisait pas, les analystes c'est Lacan qui a obligé les gens à relire Freud en le réinterprétant. Donc il a eu un impact très important à l'époque, mais aujourd'hui moi je suis très sceptique sur l'avenir de la psychanalyse, parce qu'elle se dégrade du fait même souvent des analystes. Hein. C'est des analystes qui évacuent ce discours, hein, oui, qui est comme tous les autres discours, qui procède aussi du semblant de l'objet petit a, en tant que l'analyste, il ne fait pas semblant, il y est pour de vrai et pour de réel. Et si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas suffisamment été avancé dans une analyse que vous auriez faite, parce que c'est la condition pour devenir analyste depuis toujours, depuis Freud, du fond d'avoir fait une analyse, mais une analyse poussée jusqu'à une certaine limite, ben, si vous commencez à pratiquer que vous n'êtes pas capable de tenir cette place de semblant, ben, votre analysant il vous casse la gueule, parce que ça ne tient pas la route. Vous ne tenez pas la route, et tôt ou tard, il vous pète la gueule, parce que, et si vous en avez plusieurs, il vous voilà, ça c'est... Alors, on voit beaucoup d'analystes, de gens qui pratiquent l'analyse, qui se disent analystes, qui le prennent comme une profession, parce que c'est pas une profession. Je sais pas ce que c'est là. Je sais pas ce que c'est que la psychanalyse, c'est pas une profession. C'est quelque chose d'autre. Une pratique éthique, une pratique de la parole, qu'est-ce que c'est? C'est très difficile à définir. D'ailleurs, Lacan, il va dire que c'est une escroquerie, mais pas n'importe laquelle. On va dire que c'est pas n'importe quelle escroquerie.
Il est allé très loin, hein. Il est allé très loin. Et même il est allé jusqu'à dire qu'au fond, il ne voyait pas pourquoi ce qu'il disait était moins bête que tout ce que les gens racontent. Ensuite, il termine en disant « La psychanalyse est intransmissible ». Il a sorti un certain nombre de choses où il a ponctué l'affaire d'une façon qui est assez radicale, quoi. Évidemment, quand on rouvre le livre, quand on ouvre ça à niveau, on voit que ça, en fait, ça ouvre des horizons, c'est-à-dire qu'il avait une exigence éthique radicale, quoi. Hein. C'est-à-dire que ce qu'il appelait une éthique du bien-dire. Hein. Voilà. Bon, je dérive un peu dans tous les sens pour dire les choses. Hein. Alors, comment vous ôtez de la tête l'usage ordurier de mes termes, c'est-à-dire l'usage philosophique? Parce que c'est vrai qu'il faut faire très attention entre les rapports de la psychanalyse et de la philosophie. Alors à l'époque, donc je me suis demandé pourquoi il avait sorti ça à Rome, comment on pourrait illustrer cette histoire de l'usage ordurier, c'est-à-dire philosophique de mes termes. Et en fait, j'ai retrouvé la chose, c'est que en 1965, il y a un monsieur qui était considéré, paraît-il, comme un des plus grands philosophes du siècle dernier, hein, eux-mêmes récents encore, qui s'appelle Paul Ricoeur. Paul Ricoeur a publié un bouquin en 1965 qui s'appelle « De l'interprétation ». Et il fait un développement, il s'appuie sur Freud en plus, c'est ça qui était extraordinaire, il s'appuie sur Freud et il développe deux disciplines qui sont l'herméneutique et puis et la phénoménologie. Deux grandes disciplines comme ça. Bon. L'herméneutique, c'est la science du sens. Hein? Alors que justement, l'interprétation analytique, elle porte sur le non-sens pour pouvoir retrouver les carrefours et pouvoir s'orienter différemment. Et puis sur la phénoménologie, mais l'observation phénoménologique ne vous permet pas de repérer la position du sujet. C'est pas parce que vous observez son comportement, parce que c'est ça la phénoménologie en gros. Hein, vous observez le comportement de quelqu'un, mais vous ne pourrez pas faire la différence entre un psychotique, un névrosé ou un pervers, si vous observez simplement son comportement. Ce n'est que par son discours que vous allez pouvoir le repérer. Alors, quand le type il a sorti ce bouquin, en plus de ça, il a collé au texte de Lacan, et à ce moment-là, Lacan a dit, voilà, lui, celui-là, c'est un escroc. L'herméneutique, c'est une escroquerie, et la phénoménologie, ça ne tient pas vraiment la route, en gros. Et c'est sur c'est lui qui l'a pointé comme ça. Et il a vraiment été pointé par quelqu'un qui a bien étudié ses textes, où le type a montré que la façon qu'il avait d'interpréter le texte de quelqu'un, c'est par exemple, vous faites un rêve, et puis vous rêvez, il y a une femme dans le rêve, et puis vous allez dire à l'analysant, c'est votre mère, quoi. En gros, c'est votre mère dans le rêve. Mais c'est pas ça l'interprétation analytique, parce que plus vous donnez ça, plus vous alimentez le symptôme du sujet. C'est ce qu'on dit aux enfants. Les enfants, ils font des dessins, j'en ai parlé l'autre jour avec quelqu'un, ils dessinent, et puis, maintenant ils ont l'habitude, les enfants, puisqu'on leur interprète leur dessin, ils dessinent, et puis il fait une forme comme ça. C'est le phallus, vous voyez, c'est le phallus. Lui, il a dessiné un clocher d'église. Si vous lui demandez pas de vous dire qu'est-ce qu'il a dessiné, vous ne pouvez pas interpréter son dessin. C'est des trucs comme ça. Ça, c'est des interprétations qui portent sur le sens, mais pas sur la... Alors qu'il faudrait plutôt lui faire dire qu'est-ce que tu as dessiné. Hein, et puis, donc voilà comment Lacan... Pour finir avec Ricoeur, parce que quand même le fin mot de l'histoire, c'est que Ricoeur a terminé à l'université de Nanterre avec une poubelle sur la tête. Non, ça tu es trop méchant. C'est-à-dire... Attends, faut pas le dire comme ça tout à fait. Faut pas le dire. Donc l'emploi ordurier de mes termes, ça c'est l'humour de Lacan. Mais là tu l'as. Le problème c'est que il a été nommé, non mais il n'a pas eu de chance, il a été nommé recteur de l'université de Nanterre, qui était donc à récupérer Vincennes à l'époque, et effectivement il venait avec tout son bagage,
Et il s'est fait agresser en permanence par les étudiants, et un jour, effectivement, ils lui ont renversé une poubelle sur la tête, et puis il a démissionné, il est parti enseigner au Canada un peu plus loin. Autre versant de la chose. En 70, il y a une femme belge qui fait une thèse universitaire qui s'appelle, Annika Riffier-Lemaire, elle fait une thèse sur Jacques Lacan. Et elle fait une thèse extrêmement rigoureuse où elle développe les concepts de Lacan d'une façon. Moi, je l'ai lu, c'est très intéressant. Et lui, il lui fait une préface d'au moins 20 pages, ce qui est rare pour une thèse universitaire. Et puis, il montre comment elle a finement pigé ce qu'il faisait. Puis elle dit cette thèse vaut aussi pour te démontrer que le discours analytique n'est pas pliable au discours universitaire. Hein? Pose la question de savoir est-ce qu'on peut enseigner la psychanalyse à l'université comme on le fait aujourd'hui. Question cruciale. Hein? Non, parce qu'il y a une antinomie dans ce discours. Hein? Il y a une antinomie qui ne peut pas se mais il ne faut lever. pas se dépêcher de trancher, il faut qu'on avance en essayant de démontrer de quoi il s'agit. Hein? Est-ce qu'on peut traiter une question freudienne à partir d'une question de cours? Est-ce qu'on peut poser à l'examen des questions à un candidat en lui disant voilà, vous allez nous expliquer ce que c'est que la pulsion orale, un examen, vous avez 2 heures, et au bout de 2 heures, vous allez rédiger, vous serez corrigé, on vous mettra une note. Alors que Freud, il a passé toute sa vie à essayer d'expliquer ce que c'était que la pulsion, pour finir par dire mais la pulsion, elle n'est pas observable, ce sont des êtres de mythe grandioses dans leur indétermination. On ne peut pas mettre une note là-dessus. Hein. On ne peut pas corriger une copie. C'est tout le problème de comment la psychanalyse se transmet, comment elle perdure. Et c'est des questions que nous, on se pose bien sûr ici. On essaye de moi je tâtonne parce que je suis pris dans des contradictions institutionnelles, dans le fait que je veux pouvoir m'exprimer à un autre lieu qui est comme celui d'ici, j'écris des trucs ailleurs, je me mouille dans des domaines comme Internet, j'ai un site où j'essaye de faire circuler des textes de Freud et de Lacan qui sont accessibles à tout le monde gratuitement et anonymement pour eux s'ils le veulent. Mais c'est un gros problème. Hein. Pour moi, c'est pas rien comme engagement d'essayer de faire des choses comme ça. Hein. C'est pas facile. Voilà. Donc c'est une matière, la psychanalyse, une matière, c'est difficile quoi quand même. C'est pas toujours drôle quoi. Voilà. Bien. On rigole mais très sérieusement. Même comme au fond vous êtes justifié d'être, moi quand j'ai entendu ça, je me disais vraiment il est quand même gonflé quoi. Même comme au fond vous êtes justifié d'être, c'est une sacrée phrase. Hein. Faites comme moi, ne m'imitez pas. Ça c'est très fort. Parce que... Ça veut dire qu'il ne vous encourage pas à être une canaille. Hein. Pas du tout pareil. Hein. Être un bouffon, c'est pas une canaille. Hein. Donc c'est très difficile de porter des jugements d'une façon générale sur les autres analystes. C'est très difficile de reprocher à des gens qui ne connaissent pas la psychanalyse pour des tas de raisons, qui refusent d'en entendre parler. C'est très difficile de les interpeller parce qu'après tout, ils sont pris dans d'autres logiques et ils ne peuvent pas. Tout ça, c'est une position qui n'est pas simple. Il ne faut pas être peut-être trop tranché quand mais il ne faut pas non plus être trop complaisant. Il y a les deux versants, mais où on tape, où on ne tape pas, c'est difficile hein, à savoir. Voilà, bon, moi je m'arrête là. Parce que... Par solidarité, je m'arrête. Hein comment? Par solidarité, je m'arrête avec toi. Par solidarité avec moi, c'est gentil. Bon, voilà. Alors, écoutez, c'est fini l'enregistrement? 20 minutes encore. Il reste encore 20 minutes? Hein? Ouais, à peu près, un peu moins, 18. Bah, écoutez, si vous voulez parler, on t'a attaché de... C'est une petite allumée. Tu veux allumer les... Ouais. Si vous voulez... Je voudrais que vous partiez avec le dernier, quoi. J'aimerais bien que... l'annonce du futur avec ça. Est-ce que vous voulez que... Retour vers le futur.
Est-ce que vous souhaitez parler un petit peu des choses qu'on Oui. a... Moi, je voulais juste dire par rapport au discours universitaire et à la présence de la psychanalyse à l'université. Oui. C'est pas parce qu'il y a des psychanalystes à l'université qu'ils doivent être forcément dans le discours universitaire. Et c'est pas parce qu'il y a des psychanalystes hors université qui ne sont pas dans le discours universitaire. Oui. Mais la différence c'est fondamentale, c'est qu'il y a des analystes ailleurs qui tiennent le discours universitaire, mais ils ne font pas passer des examens. Alors, on peut revenir aussi là-dessus. Je crois que ça dépend aussi de l'éthique de chaque analyste qui intervient dans les locaux de l'université, de savoir comment il va s'y prendre pour essayer de transmettre quelque chose de la psychanalyse et pas que du discours universitaire. Moi, je trouve, travaillant en institution, par exemple, que les jeunes psychologues qui arrivent, beaucoup, ils ont un rapport à la psychanalyse des plus succincts et des plus... Et je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas plus de psychanalystes qui amènent vraiment la psychanalyse auprès de tous les jeunes psychologues qui sont formés à l'université. Oui, mais vous comprenez, là il y a une antinomie, une antipathie même de structure entre la psychologie et la psychanalyse. Ça peut pas cohabiter. C'est pas le même discours. La psychologie elle est au service du discours du maître, c'est-à-dire de réinstaller des sujets dans la norme sociale du moment. Hein? La psychanalyse, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça. J'entends bien ce que vous dites, mais il me semble, à une époque en tout cas, dans certains milieux universitaires, les psychologues avaient accès à des analystes et ça pouvait les emmener ailleurs et faire une analyse quand ils n'allaient pas bien et aller après se renseigner dans des écoles de psychanalyse. Maintenant, il n'y a plus ça et c'est très dommage. Ma position, elle est relativement claire là-dessus, c'est que moi je dis, écoutez, si vous avez besoin d'un diplôme de psychologie pour pouvoir avoir un diplôme qui vous permette éventuellement d'exercer une profession, allez le chercher à l'université, mais ne croyez pas qu'à l'université on va vous enseigner la psychanalyse. Donc essayez de décrocher votre diplôme et jouez le jeu du discours universitaire pour avoir votre diplôme le plus vite possible, pour vous débarrasser, et une fois que vous aurez passé 2-3 ans à vous emmerder avec des matières qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, à ce moment-là, effectivement, pendant ce temps-là, vous pouvez entreprendre une analyse et vous pouvez aller commencer à lire les grands textes, les textes de Freud et de Lacan, qui sont pour moi, c'est les grands textes. C'est ceux-là qu'il faut travailler d'abord. Pas perdre de temps à lire 1000 bouquins publiés par les analystes qui envahissent le marché de leur production et qui font écran à des enseignements comme celui de Freud ou de Lacan, par exemple. Donc, s'il y a besoin d'un diplôme pour pouvoir avoir une fonction sociale qui vous permet de gagner votre vie, il faut aller chercher le diplôme et jouer le jeu de ce discours-là. Mais le problème, c'est que si on vous fait croire que quand vous faites de la psychologie, vous avez accès à de la psychanalyse, ça va pas. C'est pas vrai. Parce que c'est pas la même démarche. Je crois qu'il faut différencier la question du diplôme, qui est une formalité à... Non mais c'est important, ça. La question de la transmission, l'enseignement, la psychanalyse, elle ne s'enseigne pas à l'université. Mais il y a des gens qui peuvent transmettre. C'est une possibilité, c'est un local. Et là, il y a des choses qui peuvent passer, ou pas. Mais je crois que tous les endroits où ça peut être, où il peut y avoir une transmission possible, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Parce que la psychanalyse se réduit comme peau de chagrin partout dans les institutions, dans tous les lieux publics. Et il y a des tas de gens qui n'auront pas idée ou possibilité d'aller consulter un psychanalyste. Tous les enfants qu'on voit en institution, s'il n'y avait pas des psychanalystes qui sont là pour les recevoir, ils iraient il y aurait des thérapies comportementales, cognitives, etc. Il faut maintenir la psychanalyse dans les institutions et pour ça, il faut qu'il y ait des jeunes qui soient formés aussi. C'est ce à quoi forme la psychologie. La psychologie, c'est ça. Alors, l'enseignement de la psychanalyse, elle se situe pas par rapport à la psychologie. C'est pas les mêmes concepts. Mais en fac de français, c'est plus difficile. Hein? En fac d'économie, c'est plus difficile. Je suis d'accord avec oui. Et en filigrane, il y a quand même la question pour rebondir sur ce que vous dites et sur ce que dit Patrick, quelle est la place aujourd'hui
et quelle a toujours été d'ailleurs la place de la psychanalyse en institution, dans la cité. Parce que, et parallèlement à ça, quel est l'accès de tout un chacun, et notamment de jeunes, à l'enseignement de la psychanalyse, ou en tout cas à la transmission de la psychanalyse. Parce que, effectivement, moi, de manière un peu, je ne sais pas si ce serait subversif, en tout cas radical, on pourrait très bien émettre l'hypothèse, et ben peut-être qu'il vaut mieux ne pas avoir des psychologues mal formés à la psychanalyse, ou en tout cas avec une version universitaire de la psychanalyse, pour garder une certaine radicalité analytique dans l'institution. Mais alors là, ma question c'est comment, par quel biais, où est l'analyse en institution, en dehors d'institutions qui se réclament de psychothérapie institutionnelle, par exemple. Enfin voilà, c'est vrai qu'on est dans une période où ces questionnements-là sont cruciaux pour savoir ce que la psychanalyse, hors les murs, en institution, peut vouloir dire. Et si vous consultez dans un CMPP, des choses comme ça, ou dans des institutions, pourquoi on ne traiterait pas les gens qui sont hospitalisés, pourquoi on ne les traiterait pas tout simplement par le bon sens, et simplement parce que c'est des sujets? Pourquoi on ne les traiterait pas bien? Pourquoi il faudrait les classer? Pourquoi il faudrait les déplacer? Pourquoi, par exemple, à propos de l'autisme, les analystes ne pourraient pas dire, écoutez, on a des moyens conceptuels de piger un petit peu ce que c'est que l'autisme, mais thérapeutiquement, c'est pas très performant. C'est pas très performant ce qu'on fait, plutôt que de s'accrocher à l'idée que c'est vraiment le meilleur truc. Si les analystes avaient pris la mesure de ce truc-là depuis longtemps, peut-être que les choses ne seraient pas arrivées, par exemple, au point d'aboutissement qui est celui actuel, où ils veulent interdire la psychanalyse. Ils n'y arriveront pas, parce qu'on ne peut pas interdire aux gens de venir voir quelqu'un chez lui pour lui parler. Hein, par exemple, cette chose-là. Alors, pourquoi les médecins seraient obligés de se soumettre au protocole qu'on leur dit de suivre pour pratiquer la médecine? Pourquoi, alors qu'ils ont une position de soignants depuis le début de l'humanité, où ils ont la possibilité de refuser les protocoles? Parce que c'est pas ces trucs-là, au nom, c'est pas de la science, ça, c'est du scientisme en permanence. Pourquoi on le ferait pas? Pourquoi il n'y aurait pas ces choses-là? Pourquoi il n'y aurait pas une éthique qui se